Alors, imaginons une seconde, une balance classique, tout ce qu'il y a de plus banal, posé là, en plein milieu d'un bureau. Sur le plateau de gauche, on a l'employeur, sur celui de droite, le travailleur. Instinctivement, on se dit que le côté de l'employeur pèse beaucoup plus lourd, n'est-ce pas? Après tout, c'est lui qui signe les chèques à la fin du mois. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, que se passerait-il si l'État avait secrètement truqué cette balance pour qu'elle penche par défaut du côté de l'employé? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir dans ce décryptage de la loi 90-11. C'est le texte fondateur du droit du travail en Algérie, et franchement, c'est le secret le mieux gardé quand on parle de pouvoir salarial. Face à une telle mise en situation, la question mérite d'être posée clairement. Dans une relation de travail, qui détient réellement le pouvoir? L'intuition nous souffle souvent que celui qui paye, c'est celui qui commande. C'est une idée quasiment universelle. Et pourtant, une plongée dans la mécanique de la loi révèle une réalité complètement à l'opposé de cette croyance populaire. En fait, la vraie réponse ne se trouve pas à la machine à café ou dans la hiérarchie du bureau, mais bel et bien dans l'ADN même des textes de loi. Première grande étape pour comprendre ça, la révolution de 1990 et ce fameux tournant libéral. Pour vraiment piger le truc, il faut faire un petit bond dans le passé. Avant 1990, on était sur un système purement collectiviste, régi par un statut datant de 1978. Mais arrive 1989, une nouvelle constitution est adoptée, et là, virage libéral complet. L'État décide carrément de raser l'ancien modèle pour fabriquer une balance flambant neuve. C'est le 21 avril 1990 qu'apparaît cette loi 90-11 qui va refonder tout le droit du travail sur une relation contractuelle. En apparence, ça donne l'illusion parfaite d'un contrat super équilibré entre deux parties libres. Sauf que la réalité est beaucoup plus maligne. Parce que dès le début, la loi vient poser d'énormes poids sur le plateau de l'employeur. Prenez ce chiffre 20. Dès qu'une entreprise franchit le seuil des 20 travailleurs, l'employeur se prend une obligation stricte et immédiate. Il est légalement forcé de créer un règlement intérieur pour fixer l'hygiène, la sécurité et la discipline, et de le déposer à l'inspection du travail. De son côté, le travailleur gagne le droit d'être occupé effectivement et d'être traité avec dignité. Et c'est bien l'employeur qui porte toute la charge légale de cette organisation. On passe à la deuxième partie et on va faire un petit quiz des obligations pour vraiment réaliser le poids de cette loi sur le terrain. Première question, toute simple. Vrai ou faux, un employeur a-t-il le pouvoir absolu de licencier un travailleur? On pourrait légitimement se dire que la liberté de créer une entreprise inclut le droit absolu de renvoyer qui on veut. Eh bien, c'est totalement faux. Ce patron qui a l'air si puissant a en fait les mains liées par un véritable mur de limites juridiques. Regardez ce chiffre de 6 mois, il est frappant. C'est la compensation salariale minimale absolue qu'un juge accordera en cas de licenciement abusif. Un licenciement disciplinaire exige une faute grave et une procédure ultra précise. Si l'employeur saute une étape, la loi présume d'office qu'il y a abus. Et là, le couperet tombe, le juge ordonne la réintégration du salarié ou exige un chèque de compensation d'au moins 6 mois de salaire, sans même compter les dommages et intérêts à côté. L'obligation de respecter la procédure se transforme en un bouclier en béton pour le salarié. Deuxième petite question de notre quiz. Que se passe-t-il si un employeur discrimine ou bloque les droits de participation syndicale? Ici, on touche aux droits fondamentaux et la loi ne se contente pas d'annuler les clauses problématiques. Elle frappe directement là où ça fait mal pour protéger ses droits. La sanction financière est très claire. Une amende de 5 000 à 20 000 dinars. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ça peut même aller jusqu'à des peines de prison. Bloquer la participation collective, ce n'est pas juste briser un bout de papier. La loi considère que ces droits humains sont tellement vitaux qu'ils transcendent le simple contrat de travail et méritent des sanctions pénales redoutables. Allez, dernière question pour clôturer ce quiz. Quand on demande un effort en plus aux travailleurs, c'est-à-dire des heures supplémentaires, quel poids financier l'entreprise doit-elle supporter? L'équilibre économique du temps de travail est lui aussi verrouillé. Cette tranche de 50% sur le graphique, elle est non négociable. Chaque heure supplémentaire génère automatiquement une majoration qui ne peut jamais être en dessous de 50% du salaire horaire normal. C'est un plancher obligatoire, une protection financière pure et dure. L'employeur ne peut absolument pas rogner là-dessus. Bref, si on résume ce quiz en observant ces deux colonnes, on découvre une mécanique structurelle incroyable. D'un côté, la loi 90-11 impose de grandes obligations à l'employeur, payer un salaire décent, former les équipes, assurer la sécurité. Et de l'autre, magiquement, ça génère des droits subjectifs intouchables pour le travailleur. Le devoir de rémunérer crée le droit ultra protégé au salaire. Le devoir de former crée l'attente de promotion. En fait, la structure du contrat utilise les obligations du patron comme un moteur pour fabriquer les droits du salarié. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième point, cette fameuse balance déséquilibrée que l'on appelle l'asymétrie protectrice. Sur le papier, on a bien sûr ce qu'on appelle une réciprocité formelle. C'est normal, le salarié doit bosser et être loyal, ce qui donne à l'employeur son droit de direction. Mais dans la réalité du fonctionnement, c'est une asymétrie totale. L'exemple le plus flagrant, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas commis d'abus lors d'un licenciement.
La charge de la preuve est littéralement inversée au profit du travailleur. Et pour couronner le tout, la moindre clause illégale signée est automatiquement annulée d'office, même pas besoin de passer devant un juge pour ça. Et toute cette mécanique repose sur un concept en or massif, le principe de faveur. C'est la règle suprême. Un contrat de travail a le droit de modifier les règles prévues par la loi, mais uniquement pour offrir plus aux salariés, jamais moins. Ce principe crée un filet de sécurité impossible à percer. Zéro négociation possible en dessous de ce niveau de protection. Bon, il faut quand même aborder la 4e partie, quand le système vacille. Car sur le terrain, il y a forcément des tensions. C'est bien beau la théorie juridique, elle est hyper robuste, mais la vraie vie en entreprise vient mettre son grain de sel. On peut observer 4 grosses zones de friction. 1. Le pouvoir disciplinaire du patron qui vient parfois se frotter à la dignité garantie du travailleur. 2. Le besoin de flexibilité des entreprises qui se heurte au besoin de sécurité de l'emploi voulu par la loi. 3. La formation qui est obligatoire contre la promotion qui, elle, reste un choix discrétionnaire du chef. Et 4. L'envie de participation des salariés qui bute sur le pouvoir de gestion exclusive de l'employeur. Regardons la deuxième tension de plus près, avec cette règle complètement folle des 100% de requalification automatique. La loi a horreur de la précarité. Donc, si un employeur s'amuse à utiliser un CDD en dehors des règles très strictes, la sanction est immédiate et sans appel. Le contrat se transforme automatiquement en CDI. La loi tranche radicalement en faveur de la sécurité à long terme, quitte à créer une rigidité qui, parfois, peut ironiquement freiner les entreprises au moment d'embaucher officiellement. Et on arrive à notre 5e et dernier point, l'ordre public, ce véritable bouclier impénétrable. C'est assez fou quand on y pense. Comme l'explique brièvement cette analyse juridique, la loi ne se contente pas d'encadrer, elle transforme de simples obligations contractuelles en normes d'ordre public. En clair, l'État s'infiltre dans le contrat pour protéger la dignité humaine et assurer une protection sociale forte. La balance du départ n'est plus juste là pour peser les forces en présence, elle est devenue une véritable armure pour la partie la plus vulnérable. Ce qui nous laisse forcément avec cette dernière question un brin vertigineux. Nous avons vu que la loi déploie un arsenal juridique incroyable pour truquer la balance. Mais si les textes transforment vraiment chaque obligation en un droit absolu et intouchable, comment expliquer que la précarité existe toujours autant dans le monde du travail ? C'est le grand paradoxe entre un bouclier juridique parfait sur le papier et la réalité complexe du terrain. Une sacrée contradiction qui, assurément, donne largement matière à réfléchir.